Alors l'idée c'était de faire effectivement une sorte de poids final pour descendre le poids final sur ce qui s'est passé dans l'Union européenne. Et est-ce qu'on est simplement dans la continuité? Par certains aspects c'est tout à fait la continuité, pour d'autres aspects il y a du renouveau, c'est vrai. Et alors sur ce registre, l'année 2019 a été riche en événements, de beaucoup de choses. Pas seulement le Brexit, même si je vais parler un peu aussi du Brexit bien évidemment, mais il y a eu un nouveau Parlement européen, une nouvelle Commission européenne, un nouvel président de la Commission européenne, un nouveau président du Parlement européen, un nouveau haut représentant pour les affaires étrangères et de sécurité commune, beaucoup de nouveautés. Une nouvelle présidente de la Banque Centrale Européenne, ça fait beaucoup de changements en relativement peu de temps. Le hasard a voulu que le mandat de l'ancien président de la Banque Centrale tombe en même temps que le renouvellement des autres institutions, et c'est un élément important à évoquer. Alors, c'est vrai que, premier élément, je ne voudrais pas être trop long, mais l'évoquer quand même un peu. Premier élément, c'est le Brexit et ses suites. Brexit et ses suites, alors c'est vrai que si la conférence avait eu lieu plutôt après-demain, c'était plus facile, parce que j'aurais pu vous donner les résultats des élections législatives britanniques qui se déroulent demain. Les sondages montrent que les deux partis se rapprochent quelque peu et que vraisemblablement on peut avoir quelques surprises. Alors, c'est vrai que au 11 décembre, ah oui d'accord, ça marche pas, mon truc. Au 11 décembre, nous sommes toujours 28 États membres. 28 États membres au 11 décembre, les Britanniques sont toujours dans l'Union européenne. Le seul endroit où ils ne sont pas, c'est la présidence de la Commission européenne, puisqu'ils n'ont pas de commissaire à la Commission européenne. Si l'on continue, le référendum est ancien, 2016. Vous avez les résultats du référendum qui montrent que, effectivement, tout le Royaume-Uni n'était pas d'un seul tenant, en quelque sorte, pour quitter l'Union européenne. 62% pour rester en Écosse, 55,8% pour rester en Irlande du Nord. Ce n'est pas tout à fait sans sens et sans conséquence, bien évidemment. Dans cette affaire, un homme a... Ah, il faut que je... Ah, oui, ça y est. Voilà, un homme a joué, c'est franchement bizarre. Il est dans un autobus où il faisait la campagne électorale pour le Brexit, pour quitter l'Union européenne. C'est là qu'il a dévoilé toute une série de mensonges sur le budget et la contribution au budget de l'Union européenne du Royaume-Uni. Mais il a toujours le même bus là encore. Peut-être. Il est devenu Premier ministre, effectivement, quelque temps après. Donc on pensait que le départ d'un État membre était impossible. Pour l'instant, le départ d'un État membre est effectivement possible, ça peut se traduire. Et si on replace, c'est vrai sur le temps long, si on replace sur le temps long, alors j'espère qu'à chaque fois je vais devoir, voilà, sur le temps long, la candidature britannique, d'abord, vous vous en souvenez vraisemblablement, avait été rejetée par le général de Gaulle qui considérait que ça allait être en quelque sorte les représentants des Américains, le cheval de Troie des États-Unis d'Amérique au sein de l'Union européenne. Il y était opposé. Cette candidature a mis du temps, il faut attendre 1973 pour que le Royaume-Uni entre dans l'Union européenne. Et c'est vrai aussi que le Royaume-Uni n'est ni dans l'espace Schengen, ni bien évidemment dans la zone euro. Alors qu'il y a des États, il y a des États qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais qui sont dans l'espace Schengen, la Norvège bien sûr, l'Islande bien sûr, la Suisse aussi, et des États qui sont dans l'Union européenne, qui ne sont pas encore dans l'espace Schengen, la Roumanie, la Bulgarie ou la Croatie, mais aussi l'Irlande. Alors, et l'Irlande, c'est tout à fait important, c'est pour éviter qu'il y ait des frontières à l'intérieur de l'île irlandaise. Il y avait cette dimension, n'est pas à négliger, bien sûr. Alors, n'est pas non plus dans la zone euro, n'est pas non plus dans la zone euro, alors que l'Irlande est dans la zone euro. Alors, c'est important de voir un peu, là aussi, les choses. Sinon, on continue, il y a... Je ne comprends pas, mais oui. Il y a des ouvrages, et Pauline Schnapper, je ne sais pas si vous vous souvenez, était venue nous faire une conférence sur le Royaume-Uni au sein du PEG,
Cet ouvrage est tout à fait remarquable, il est de 2019, il y a à peine 2-3 mois, tout à fait intéressant parce qu'au fond, elle dit, ça me paraît intéressant, que cette volonté de partir, c'est une crise d'identité du Royaume-Uni. Une crise identitaire du Royaume-Uni et encore plus une crise identitaire de l'Angleterre elle-même à l'intérieur du Royaume-Uni. Ça me paraît intéressant de voir cette dimension et que l'Europe est l'alibi pour pouvoir retrouver une puissance britannique. C'est vraiment pas un numéro parmi 28, mais on est seul et on peut agir différemment. Vous avez un auteur que vous connaissez peut-être aussi, bien sûr. Là, je ne comprends rien de ce qui se passe, mais bon, vous me supportez ces petits soucis. Alex Taylor, dans l'autopsie d'une illusion, lui, et vous savez qu'il est de nationalité française, et qu'il, maintenant, il a obtenu la nationalité française, et qu'il ne veut plus être le monsieur britannique qui est consulté par les différents journalistes ou interviewé dans les radios parce qu'il en a assez de parler du Royaume-Uni. Lui considère que c'est une illusion, que c'est même tout à fait dommage pour le Royaume-Uni, il est contre ce départ. Alors que Marc Roche, si vous êtes venu au festival de géopolitique qui était à l'école de management, Marc Roche était là, je l'avais d'ailleurs aussi interrogé à cette occasion-là, lui est tout à fait pour, et il considère que c'est l'Europe qui est au bord de l'explosion, et que le Royaume-Uni, ça serait très bien parce qu'enfin, il pourrait retrouver le Commonwealth, il pourrait avoir une démocratie libérée du droit de l'Union, un paradis fiscal au proche du continent européen, le Singapour fiscal juste à côté, une nouvelle place financière. Et il dit aussi, mais pour le président des États-Unis, ce serait encore mieux parce qu'il pourrait renouer des liens avec le Royaume-Uni. Ce n'est pas du tout ce qui se passe, puisque le Royaume-Uni est toujours à l'intérieur de l'Union européenne, et que pendant la période de transition, il sera toujours dans l'Union européenne aussi. Alors, la demande de divorce, elle a été demandée le 29 mars de 2017, demande de divorce qui a déclenché le fameux article 50, tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l'Union. Je dis bien conformément à ses règles constitutionnelles, ce qui explique aussi toutes les difficultés par rapport à la Chambre des communes et entre la Chambre des communes et le Premier ministre sur ces dimensions-là. Je vous rappelle que le Premier ministre a failli créer une crise constitutionnelle majeure dans l'histoire constitutionnelle britannique en souhaitant que la Chambre des communes soit en congé jusqu'au 15 octobre de 2019, c'est-à-dire 15 jours avant le supposé départ à cette période-là. Alors, c'est un élément important parce que, au fond, des délais successifs ont été accordés au Royaume-Uni pour que le Brexit puisse avoir lieu, et le dernier délai est maintenant le 31 janvier de 2020. Des délais successifs parce que des désaccords. Alors, les conséquences de ce report au 31 octobre 2009. Les Britanniques ont participé aux élections européennes. Ils ont participé aux élections européennes et vous voyez les sièges qui ont été obtenus par les députés britanniques. Il y a pour le parti du Brexit 29 sièges. Ils siègent d'ailleurs dans le groupe des non-inscrits au sein du Parlement européen, des non-inscrits. Et comme ils sont non-inscrits, ils peuvent tourner le dos à l'hymne européen lorsque l'hymne européen est diffusé au sein du Parlement européen. Mais observez que les conservateurs ont eu simplement 4 sièges. 4 sièges, donc ils siègent aussi dans un groupe politique, les Verts aussi, les travaillistes et les libéraux aussi. Alors les changements que ça peut entraîner, si ça veut, je ne comprends rien. C'est pas la peine de toucher, ça marche. Hein? C'est pas la peine de toucher, ça vient, ça va. Ça vient, ça va, d'accord. Bon, alors vous avez là les résultats et ça apparaît de manière assez nette. L'Union européenne perdrait 12,91% de sa population, perdrait 15,16% de son produit intérieur brut et 5,4% de sa superficie. C'est important d'avoir ça à l'esprit en termes de population. On passerait de 512 millions à 446 millions sur cette dimension-là. La Croatie, il n'est pas. Non, elle y est. Non, elle y est parfaitement. Elle y est parfaitement. Elle se voit très très bien. On voit même du Dubrovnik, donc par conséquent, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci du tout. Non. Non, il faut bien regarder la carte avant de me contester. Toujours bien regarder. Surtout avec moi. Alors, ce départ a entraîné
des contestations de manière assez régulière. Alors, on voit qu'il est très difficile de partir. Pourquoi? Quels sont les problèmes? Je les résume, hein. Vraiment, je les résume. C'est les problèmes. Il y a des problèmes juridiques immenses. Selon un vocabulaire tout à fait particulier, il faut déseuropéaniser le droit britannique. Je dis bien déseuropéaniser le droit britannique, qui comprend à peu près 15 000 textes venant de l'Union européenne. Donc déseuropéaniser et ensuite britanniser le droit déseuropéanisé. J'espère que vous me comprenez, mais c'est ça qui est derrière. Ça veut dire quoi, déseuropéaniser? C'est-à-dire enlever les références au droit de l'Union européenne, à partir du moment où il ne serait plus dans l'Union européenne. Enlever les références ne veut pas forcément dire enlever les normes qui ont été proposées par l'Union européenne. Mais ça veut dire que ces normes deviendraient britanniques à ce moment-là. Ce qui est assez paradoxal, puisque ne voulant plus des normes, ils auront quand même les normes dans le droit, puisqu'ils ont pris l'habitude depuis 43 ans. Ils pourront les changer. Voilà, ils devront les changer eux-mêmes sur ce registre-là. Problème juridique très important. Problème financier. La facture de sortie, c'est 50 milliards d'euros. La facture de sortie, c'est 50 milliards d'euros. Le Premier ministre britannique considère que ça va, c'est ce qu'il faut payer, il n'y a pas de souci. Il n'est pas opposé au paiement de ces 50 milliards, il faudra l'étaler un petit peu dans le temps, parce que le Royaume-Uni doit participer au budget de l'Union européenne jusqu'à la fin de 2020. Participer à la Banque européenne d'investissement, donc il y a toute une série, des dettes très importantes sur ce registre, des problèmes financiers considérables. Alors, Madame Brun, que je souhaitais faire rentrer dans le conseil d'administration, avait contesté ce que j'avais dit à un autre moment sur ce sujet-là, qui va payer les retraites des fonctionnaires. Les 27 États membres, des fonctionnaires de nationalité britannique, bien évidemment, les 27 États membres se sont mis d'accord pour que ce soit l'Union européenne qui finance les retraites des fonctionnaires d'origine britannique au sein de la Commission européenne. Parmi ces fonctionnaires, beaucoup ont demandé... Pour la durée de travail. Oui, alors je ne vais pas rentrer dans le dossier des retraites, hein, parce que c'est un sujet délicat, je ne dis rien sur les retraites, bon. Mais ça a été un sujet. Et puis il y a des problèmes administratifs. En effet, toute une série de politiques européennes sont en partie gérées par la Commission européenne, soit directement, soit indirectement. Ça suppose que les Britanniques recrutent des fonctionnaires, s'ils veulent continuer dans certaines politiques, pour gérer les politiques qui seraient devenues britanniques, en quelque sorte, sur ce registre-là. Et il y a une personne qui attend avec beaucoup d'impatience une gestion satisfaisante, c'est la reine d'Angleterre, puisque la reine d'Angleterre est la première propriétaire agricole du Royaume-Uni, et par conséquent, elle bénéficie de fonds européens depuis très longtemps, et elle n'aurait plus de fonds européens, donc peut-être qu'elle voudra quand même qu'il y ait des fonds britanniques qui remplacent les fonds européens en matière de politique agricole commune. Ce n'est pas à négliger non plus. Alors, pour résumer, un accord avait été trouvé en novembre 2018. Accord trouvé en novembre 2018, accord qui, au fond, organisait la période de transition. Pendant la période de transition, rien ne change. Le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne, mais n'a plus de représentants aussi bien au Parlement qu'à la Commission. Il n'est plus partie prenante au processus de décision. En revanche, il reste dans l'Union européenne, donc ça veut dire libre circulation, ça veut dire libre circulation des personnes, des marchandises, des capitaux, des services, pendant, je dis bien, la période de transition. Période de transition qui était théoriquement fixée à fin 2022. Je dis bien fin 2022. Et le gros du dossier de cet accord était porté surtout sur le backstop, c'est-à-dire sur le fameux filet de sécurité en Irlande. Filet de sécurité en Irlande pour qu'aucune frontière ne revienne entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, qu'aucune frontière ne revienne. S'il y avait comme conséquence, pendant la période de transition, mais ce que le Premier ministre Boris Johnson craignait, c'est qu'au-delà de la période de transition, l'absence de frontières entre les deux Irlandes aurait des conséquences, en quelque sorte, très longtemps, et les Irlandais du Nord voudraient d'une certaine manière rester longtemps dans l'Union européenne, puisque le droit de l'Union s'appliquerait toujours, bien sûr, en Irlande du Nord, hein, sur cette dimension. Alors, ce backstop, c'est ce qui a rendu, disons, peu aimable Boris Johnson sur ce sujet. Mais il faut rajouter, et c'est compliqué, mais il faut l'évoquer un petit peu quand même, la Chambre des communes n'était pas d'accord avec cet accord de
2018. Pas d'accord avec cet accord de 2018. La Chambre des communes ne voulait pas de Brexit sans accord. Mais pas d'accord avec l'accord, mais pas de Brexit sans accord. Et ça a entraîné bien sûr des choses un peu compliquées sur ce registre, mais c'est quand même un élément important à évoquer. Et disons pour éviter des soucis, le Premier ministre a eu l'idée de suspendre la Chambre des communes très longtemps. Cette suspension a été annulée par la Cour suprême britannique à l'unanimité. Et cette suspension donc, ne s'est pas réalisée. C'était une crise constitutionnelle. Il y a eu là encore toute une série, j'espère que ça va remarcher. Si, la voilà. Alors, toute une série de crises sur ce registre. C'est bien évidemment la démission, ça a été la démission de Madame May, l'entrée en fonction de Boris Johnson, c'est un élément important sur ce registre, et bien sûr toujours des interrogations sur le Brexit. Alors sur ce sujet, il y a, alors j'espère que ça va marcher aussi, il y a un point qu'il faut évoquer aussi, c'est le fait que l'Écosse semble avoir envie de faire un nouveau référendum. Et la première ministre écossaise a très mal reçu M. Johnson. M. Johnson, d'ailleurs, qui a dû passer par derrière du palais de Premier ministre, c'est Édimbourg, je crois, je ne dis pas de bêtises, et par derrière parce qu'il y avait des manifestations qui voulaient empêcher sa sortie. Alors, je rappelle que la première ministre, Nicola Sturgeon, avait, dès le 29 juin 2016, rencontré Juncker en disant « l'Écosse ne quittera jamais l'Union européenne ». Et donc on est dans une période un peu particulière sur ce registre. Alors, Jean-Claude Juncker, là on est en campagne électorale. Je pensais que Jean-Claude Juncker était dans le coin, mais il n'est plus dans le coin, c'est pas le cas. Alors, là on est en campagne électorale. En effet, ce qui a été décidé, l'Union européenne a accordé un nouveau délai pour le Brexit au 31 janvier de 2020. C'est quoi, c'est le dernier? Alors, c'est quoi, c'est le dernier? On est là au 4e délai, la 4e date proposée. Donc en 2020, et a considéré qu'il fallait aller vers de nouvelles élections pour pouvoir avoir une majorité suffisante au sein du Parlement. On est en campagne électorale. Elle se termine demain soir, puisque demain soir, on aura les résultats électoraux. Quand on regarde les derniers sondages, les conservateurs feraient 42%, les travaillistes 33%, les libéraux 12%. C'est le même sondage en 2017. Le même sondage, quasiment le même sondage en 2017. Madame May avait dit que les conservateurs auront une majorité extrêmement forte. Ça aboutit à un résultat. Les conservateurs n'ont pas eu de majorité forte. Et même si on regarde ces sondages-là, ça ne suffirait pas pour avoir une majorité absolue à la Chambre des communes, d'autant plus que les Irlandais du Nord ne sont plus enthousiastes de la proposition de Boris Johnson. Qu'est-ce qu'il a proposé pour obtenir un délai supplémentaire et organiser de nouvelles élections? Il a proposé à l'Union européenne un système assez sophistiqué, peu compréhensible, mais quand même qu'on peut examiner, et qui est de faire une barrière douanière. Il y a un contrôle douanier, mais un contrôle douanier numérique. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais un contrôle douanier numérique, et pas de contrôle douanier avec des douaniers sur le territoire. Pour que ça ne limite pas la circulation et qu'il n'y a pas une vraie frontière. Pourtant, s'il y a un contrôle douanier, ça veut dire qu'il y a une frontière qui est passée entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, et qui était un contrôle administratif et douanier entre les deux îles. Dans la mer d'Irlande, un contrôle administratif et douanier beaucoup plus sévère, avec des bateaux qui sont en train de se préparer pour faire ce contrôle administratif et contrôle douanier. C'est la proposition. Ça inquiète les Irlandais du Nord qui considèrent que ça va entraîner en quelque sorte des différences. Les unionistes sont défavorables à cette orientation, que ça va entraîner une sorte de réunification potentielle de l'Irlande, ce qui n'est pas ne sont pas favorables à cet élément. Et la campagne électorale, voilà. Pour la suite de ce processus, c'est quoi? C'est les rapports entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Il y a plusieurs modèles
plusieurs modèles sur ce registre. Alors, vous avez ce type de schéma, puisque voilà, c'est toute l'Europe, Conseil de l'Europe, espace économique européen, espace Schengen, et le Royaume-Uni hésite entre aller là, dans l'Union douanière européenne, ou aller dans l'espace économique européen. C'est-à-dire que les modèles qu'il y a aujourd'hui, ça veut dire quoi? Il y a le modèle norvégien. Le modèle norvégien, c'est un modèle où la Norvège n'est pas dans l'Union européenne, mais dans l'espace économique européen. Pas dans l'Union, mais dans l'espace économique européen. Ce qui veut dire que la libre circulation fonctionne pour la Norvège. Puisqu'en plus, elle est dans l'espace Schengen, la Norvège. Mais ça coûte un certain prix à la Norvège, aux alentours de 4 milliards d'euros par an. Elle contribue au budget de l'Union européenne. Ils sont riches. Voilà, ils sont riches, mais contribuent au budget de l'Union européenne. Donc ils sont à l'extérieur de l'Union, mais en réalité appliquent le droit de l'Union, sans être dans l'Union. Ce qui est assez paradoxal pour les Norvégiens, qui n'ont pas voulu, par référendum par 2 fois, rentrer dans l'Union européenne. Donc c'est le modèle norvégien. Il y a le modèle turc. Le modèle turc, c'est le modèle pour l'union douanière et la dimension l'union douanière. Et puis, il y a le modèle suisse aussi, modèle suisse susceptible d'être pensé par... Les Britanniques, et M. Johnson a dit, on ne fera aucun modèle, il faut inventer un modèle britannique. Les autres modèles, c'est pour les petits, nous sommes grands, il faut un modèle britannique. Donc, pour l'instant, on est un peu dans l'attente. Certains disent même que peut-être la Grande-Bretagne ne quittera même pas l'Union européenne en demandant des délais, des délais, des délais. Mais si elle demande des délais, alors elle devra travailler au sein de l'Union, c'est-à-dire proposer un commissaire. Or, la Commission avant-hier a dit, d'accord, on n'a pas de commissaire britannique, on ne va pas saisir la Cour de justice, parce qu'elle pouvait saisir la Cour de justice pour le fait qu'un pays ne propose pas un commissaire à la Commission européenne. Madame von Leyen a dit on ne va pas saisir la Cour de justice sur ce sujet. Voilà, au fond, ce que l'on peut voir après tout ce déroulement, c'est que les 27 ont été solidaires sur ce dossier sans vraiment aucune anicroche. Sur ce dossier, pas sur d'autres dossiers, c'est autre chose, mais sur ce dossier, ça a vraiment été... les Britanniques pensaient nous diviser, ils n'ont pas réussi à nous diviser. Il faut féliciter Barnier. Peut-être qu'il a bien travaillé, et il a travaillé surtout le fameux backstop. C'est lui qui a travaillé ce backstop très particulier par rapport à cela. Alors, nous avons un nouveau Parlement. Nous avons un nouveau Parlement. Les élections européennes se sont déroulées dans toute l'Union européenne, y compris au Royaume-Uni, pour la période 2019-2024, avec théoriquement 751 députés, mais certains députés n'ont pas siégé, ça va un petit peu au-dessous, mais ça c'est purement technique. Premier constat, la participation électorale a été supérieure à la participation électorale des élections européennes précédentes. En France, elle était de 42-43%, elle est passée à 50,5%, de 42, elle est passée à 50,5%. Dans l'Union européenne, elle était à 42-60%, elle est passée à 51% dans l'Union européenne. Donc c'est une augmentation qui est quand même significative par rapport à notre histoire. C'est la fin d'un processus de déclinaison en quelque sorte sur les élections européennes. Cette élection européenne pour la France a été comparable à l'élection présidentielle, dans la mesure où les deux partis politiques arrivés en tête sont le Rassemblement national avec 23%, la République en marche avec 22,4%, c'est presque comme l'élection présidentielle, les deux partis très forts. Ça leur a donné l'un et l'autre 22 sièges pour le Rassemblement national, 21 sièges pour la République en marche. Il y a aussi l'arrivée en 3e position, ce qui est une novation aussi intéressante, pas autant qu'à d'autres moments, mais d'Europe Écologie Les Verts avec 13,5% et 12 sièges. Les partis classiques ont fait des scores extrêmement modestes, 8,5% pour les Républicains avec 8 sièges, 6,3% pour la France Insoumise avec 6 sièges, 6,2% pour Place Publique et Parti Socialiste avec 5 sièges. Extrêmement modeste. Donc le Parlement européen a un nouveau visage. Le Parlement européen a un nouveau visage. Je vais essayer d'exposer un petit peu ce nouveau visage, en ce sens que
Il y a dorénavant deux partis qui arrivent largement, deux groupes politiques qui sont largement en tête. Bien sûr, le Parti populaire européen avec 182 sièges et les sociaux-démocrates avec 154 sièges. Alors c'est vrai que si on regarde, ils sont passés en quelque sorte. Y compris les députés anglais. Et les travaillistes dans les sociaux-démocrates, oui. Non, mais oui, oui, c'est 751. Donc il y a les députés anglais. Britanniques. Mais vous avez dit anglais. je répète. Alors, ces 400, alors ça donne effectivement, ces deux groupes politiques ont maintenant 336 sièges. Ils en avaient 401. Et à eux deux, ils pouvaient en quelque sorte gérer les affaires européennes très largement. C'est moins le cas aujourd'hui, ils n'ont plus que 336 sièges, ils en avaient 401. Alors ça supposera des coalitions, ils ont commencé d'ailleurs ces coalitions avec deux autres partis, groupes politiques qui ont augmenté. Celui-ci, la Renaissance Europe, avec 108 sièges, j'ai les noms plus précis derrière. Renew Europe avec 108 sièges, les Verts Alliance Libre Européenne 74 sièges. Ce qui veut dire que ces quatre groupes politiques qui sont globalement favorables à la construction européenne et qui n'ont pas forcément le même point de vue sur telle ou telle politique, bien évidemment, représentent 518 sièges sur 751. Donc c'est important, donc ils sont très largement. Donc la droite, l'extrême droite n'a pas, et l'extrême gauche non plus, n'a pas remporté plus de sièges. Si on prend les groupes politiques, c'est-à-dire les groupes politiques qui sont plutôt eurosceptiques, antifédéralistes ou nationalistes, pour avoir la gamme en quelque sorte en la matière. Alors effectivement celui-ci, identité et démocratie totalement opposées à cette construction européenne, préférait une Europe des nations plutôt qu'une Europe de nature communautaire, 73 sièges, on y retrouve le Rassemblement national. Il y a aussi, et puis on retrouve le groupe Identité-Démocratie, on retrouve le groupe conservateurs et réformistes, c'est là que sont les conservateurs britanniques, qui sont plutôt eurosceptiques, mais pas totalement opposés, et le groupe confédéral de la gauche unitaire et la gauche verte, c'est-à-dire plutôt de tendance communiste, avec 41 sièges. Et pour la première fois, il y a un groupe de non-inscrits considérable dans lesquels on retrouve les Brexit aussi. Donc, alors que d'habitude, le groupe des non-inscrits est plutôt plus modeste. Enfin, ce groupe, je dis groupe des non-inscrits, mais c'est effectivement un groupe particulier. Ce Parlement s'est choisi un nouveau président, Une question. David Sassoli. Oui. Est-ce qu'il ne risque pas de changer ces nombres-là lorsque les Britanniques sont retirés et que les... Ah bah oui, ces nombres vont changer nécessairement, mais sauf que nous, les Français et bien d'autres, nous avons prévu d'élire encore plus de députés. Parce que dans les listes électorales, on faisait comme si les Britanniques n'étaient pas là. Ce qui veut dire que ceux qui n'ont pas été, qui ne sont pas devenus députés européens pourraient le devenir députés européens. C'est les équilibres, non, ça change presque. Non. Oui. Je ne suis pas sûr qu'il faille ranger le groupe, la gauche unie européenne dans les eurosceptiques. Ils sont d'accord sur Ils sont contre le libéralisme et le marché unique. Ils veulent une Europe sociale. Mais ce que veulent les sociaux-démocrates. Ils ne remettent pas l'Europe en question. Quand on regarde leur vote, on voit assez fréquemment le fait qu'ils votent contre les propositions qui sont faites par les deux autres ou trois autres groupes. Oui. C'est tout ce qu'on constate. Oui, d'un point de vue économique surtout. D'un point de vue économique, mais assez fréquemment d'ailleurs. Hein. Je lisais les propositions des Suédois qui sont un peu, ils se réclament vigoureusement de l'Europe. Oui, alors, les groupes, ça ne veut pas dire qu'ils votent comme un seul homme ou une seule femme. Hein. Ils peuvent aussi voter de manière plus libre. Il n'y a pas, c'est pas une obligation de voter strictement comme. C'est sûr. C'est là où il est Mélenchon, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est la représentation de la France insoumise. La France insoumise. Alors, David Sassoli, c'est un député européen italien, député depuis 2009. Alors, il faut dire il appartient... Pardon? Alors, il faut dire Davidé. C'est Sassoli. Sassoli, d'accord, bon, d'accord. David. Bon, très bien. Mais je ne parle pas italien. Oui, mais son prénom, c'est son prénom. Alors, donc un député européen, il appartient à l'Alliance des socialistes européens, il fait partie des
sociaux-démocrates. Ce qui se profile, c'est effectivement une nouvelle composition du Parlement européen avec des exigences disons, de coopération, des exigences différentes pour le pouvoir législatif et le pouvoir budgétaire. Et il y a là, effectivement. Et le Parlement a montré sa force lorsqu'il a dû statuer sur les commissaires proposés par les États. Alors nous avons aussi une nouvelle commission, Ursula von der Leyen, voilà, on reprend sur toutes les langues, c'est impeccable. Alors qui a été élue le 16 juillet, avec une majorité très faible, puisqu'elle n'a obtenu que 383 voix contre 327 contre et 22 abstentions. Mais il n'était présent que 733 députés au moment de l'élection. Il y a des députés qui n'étaient pas présents, notamment ceux du Brexit n'étaient pas présents. Alors, la majorité pour elle, c'était 374. Elle a eu 383 voix, légèrement au-dessus, mais c'est une élection, une des plus faibles élections de l'histoire des présidences de Commission européenne. Alors, c'est vrai que sur ce registre-là, c'est important d'évoquer cela aussi. Les États, et notamment la France, les États ne voulaient pas du Spitzenkandidat. Les États ne voulaient pas que le tête de liste du parti majoritaire ou du groupe majoritaire au Parlement européen devienne président de la Commission européenne. C'était le cas de Manfred Weber notamment, député allemand depuis 2004, et la France est opposée. Il y a même eu des formules françaises extrêmement rudes sur M. Manfred Weber, il était totalement incompétent. Et par conséquent, il ne fallait pas le choisir. Et des formules très très dures qui ont été faites par des autorités françaises sur ce registre. Alors, c'est vrai que sur ce registre, la France a convaincu l'Allemagne. C'est Mme Merkel qui a proposé quelqu'un de son gouvernement pour devenir président de la Commission européenne. Et l'alliance franco-allemande a joué cette fois-ci, la relation franco-allemande a joué un rôle non négligeable, avec des négociations intéressantes. Oui, d'accord, mais à ce moment-là, vous avez la Banque centrale européenne, vous ne pouvez pas avoir la présidente de la Commission européenne sur ce registre. Mais ce refus du Spitzenkandidat a eu des conséquences, mais on en aura encore, sur le fonctionnement des relations entre le Conseil et le Parlement. Le Parlement a eu le sentiment d'être floué en quelque sorte, c'est-à-dire de réduire à la portion congrue l'article du traité qui dit qu'il faut tenir compte des résultats électoraux. Si on tient compte des résultats électoraux, il y a bien un parti majoritaire au Parlement européen, ça aurait dû être. Sauf qu'effectivement, la candidate choisie est issue du PPE aussi, plus exactement dans son pays, d'un parti politique qui est membre du PPE aussi sur ce registre-là. La position française découlait du refus des partis des listes transnationales. Oui, mais ça n'a pas joué un rôle si il y a un projet de liste transnationale. Mais c'était proposé seulement par les Français qui voulaient ça. Oui. Et bon. Et la réponse du Berger à la Berger. Oui, mais je pense que non. Là, sur ce registre-là, je crois que si on veut une démocratie parlementaire classique, c'est le parti majoritaire qui doit avoir les rênes de la gouvernance. Le gouvernement, c'est assez traditionnel dans le système, bien sûr. Alors, sur ce registre, après, chaque État membre a proposé, comme il se doit, un candidat pour devenir commissaire à la Commission européenne. Je n'ai pas mis d'image française après sur ce point. En effet, le traité dit que le Parlement, les membres de la Commission sont choisis en raison de leurs compétences générales, de leur engagement européen, parmi des personnalités offrant toute garantie d'indépendance. La dimension n'est pas à négliger, et l'audition vise à vérifier à la fois l'engagement européen, la compétence et l'intégrité du candidat proposé. Alors, c'est vrai que c'est une tradition depuis Barroso, parce que c'est tout à fait ancien, comme, disons, réaction à l'époque de M. Barroso, ça avait été Rocco Buttiglione qui avait été rejeté parce qu'il avait des points de vue sur les femmes un peu étranges, qui ressemblaient plus au point de vue du pape, et il considérait qu'il ne pouvait pas, il ne comprenait rien aux droits fondamentaux pour les femmes. Ça a été la même chose pour la Bulgare.
Rumiana Geleva en 2010, contesté pour ses compétences professionnelles et ses conflits d'intérêts. C'est le Parlement qui a découvert que cette commissaire proposée avait des liens avec la mafia russe et que par conséquent, les liens de la mafia russe n'étaient pas forcément indispensables au Parlement européen. Lors des auditions de 2019, cette fois-ci, le commissaire hongrois pressenti, que nous avions accueilli ici d'ailleurs, qui avait fait une conférence ici, si vous vous en souvenez, László Trojani, qui était le ministre de la Justice du gouvernement hongrois, a été refusé, et la commissaire roumaine Rovana Plumb a été refusée. Le président Macron a choisi parmi les personnes Sylvie Goulard. Sylvie Goulard, députée européenne, ancienne présidente du mouvement européen France, très investie sur les questions européennes. Et lors de ces deux auditions, ce qui a été mis en doute, c'est sa probité et pas ses compétences, mais sa rémunération comme consultant d'un groupe de réflexion américain pour 10 000 € bruts par mois de 2013 à 2015. Et on lui a dit, quand on vous nomme ministre de la Défense, vous devez démissionner au bout d'un mois, et maintenant au Parlement européen, vous devriez être commissaire représentant de la France. Et elle a été, sa candidature a été rejetée à 82 voix contre 20. 82 voix rejetées, 82 voix pour le rejet, contre 29 et une abstention. Si vous observez l'actualité, vous observez qu'un certain nombre de représentants du modèle se retrouvent devant des juges, y compris le président du modèle lui-même. Alors, le journal avait titré « L'affront fait à Macron par les eurodéputés ». Mais c'est vrai que cet affront, pour la France, encore plus que pour d'autres, c'était aussi la réponse du Parlement européen. Vous n'avez pas vu choisir Spitzenkandidat, alors on ne va pas choisir. Même s'il y avait des défauts à la candidature de Madame Goulard sur ce point. Mais bon, voilà. Du coup, on a proposé Thierry Breton comme commissaire au marché intérieur. Son audition s'est très bien passée. Il a été choisi. Le Parlement européen a donné son accord. Il y avait un autre. On l'a titillé, mais il a répondu de manière assez nette et assez précise. On l'a titillé parce qu'il était un patron de grande entreprise et que, est-ce que les règles de la concurrence, il a vendu toutes ses actions, parce que c'est ça aussi, vendu ses actions dans les entreprises dans lesquelles il a été le patron. Mais ce qui était reproché aussi à la France, c'est l'importance du portefeuille de Madame Goulard, qui a été en partie redonné, mais pas totalement redonné à Thierry Breton, puisque c'était non seulement le marché intérieur, mais les questions de défense, les questions de droits fondamentaux, bien d'autres questions encore. Donc c'était extrêmement... La culture aussi, pour Sylvie Goulard, c'était énorme. Oui, ce que j'ai dit, la défense, la défense. L'industrie. Alors, voilà cette dimension. Donc, maintenant, la nouvelle commission, là, voilà, la nouvelle commission a été élue par 461 voix. 461 voix, 150 voix contre, 89 abstentions. Madame von der Leyen a dit qu'elle était très heureuse de cette ample majorité par rapport à son élection personnelle. Sur ce registre, vous retrouvez M. Thierry Breton, bien sûr, et les deux premiers. Alors, non, parce que la France a proposé un homme. La France ayant proposé un homme, elle a aussi mis à mal la parité. La France est très attachée à la parité, mais là, un peu moins sur ce registre-là. Et c'est à un siège près. Un siège, c'est tout. À cause de Thierry Breton, bien évidemment. Alors, sur ce registre, il manque une seule voix pour deux femmes, une seule siège. Le plus ancien des commissaires, à 72 ans, c'est un âge remarquable, à 72 ans, et le plus jeune des commissaires, le plus ancien des commissaires à 72 ans, et le plus jeune des commissaires à 28 ans. 28 ans, c'est la nationalité. Je crois qu'il doit être estonien. Alors, plusieurs membres de cette commission, il est là-haut, il est très jeune. C'est le troisième. Alors, dans cette commission, comment elle se présente, beaucoup de ces commissaires ont été déjà députés européens, très souvent députés européens, très souvent ministres, voire premiers ministres de leur propre pays. Donc il y a cette dimension ou diplomate. Et c'est vraiment une expérience déjà dans les instances
gouvernementale ou internationale. Il y a cette dimension forte. Alors, ensuite, Madame von der Leyen a choisi trois vice-présidents exécutifs. Vice-présidents exécutifs, ce sont des vice-présidents qui ont sous leur responsabilité d'autres commissaires et ont une fonction plus forte. Le premier vice-président exécutif, il était d'ailleurs candidat pour la Commission européenne lui-même, Frans Timmermans, qui a en charge le Green Deal européen, et la lutte contre le changement climatique. C'est sa fonction. Et si vous suivez l'actualité, c'est aujourd'hui que la Commission a dévoilé son livre sur le Green Deal européen. C'est le 11 décembre qui a été déjà dévoilé. Ah, c'est quoi? Attendez. Ensuite, elle, vous la connaissez vraisemblablement, Margrethe Vestager a la responsabilité de l'Europe numérique et de la concurrence. Si vous suivez l'actualité, elle-même vient de dire qu'il faudrait modifier les règles de la concurrence pour créer des géants européens. C'est elle qui avait empêché que la puisse se faire entre Alstom et Siemens, mais elle vient d'évoquer cette dimension très récemment aussi. Le dernier, je n'ai pas mis sa photo, c'est Valdis Dombrovskis, qui est en charge de l'économie et des services financiers. Trois nationalités. Polonais. Je vais le voir tout de suite, on va le voir tout de suite. Il est lettonien. Alors, vous avez l'ensemble des vice-présidents exécutifs et des vice-présidents. Chacun, vous voyez, donc en fonction des pays, en fonction des domaines. Dombrovskis, il est là, il est en 4e position. Et Joseph Borrell, vous voyez. Oui, c'est pour ça qu'il a été maintenu d'ailleurs, parce que ça a maintenu. Il était déjà dans la précédente commission. Ça a changé de promouvoir de notre vie européenne. Oui, il y a eu des changements. Alors là, vous avez président, vice-président, et là, voilà la commission elle-même, dans sa totalité. Alors, quand on regarde cela, vous avez des portefeuilles qui sont classiques. Portefeuilles classiques comme budget, administration, santé, environnement, énergie, marché intérieur, agriculture, transport, et disons des portefeuilles plus originaux comme la gestion des crises, qui n'existait pas auparavant, l'égalité, l'emploi et les droits sociaux, les valeurs et la transparence, promouvoir le mode de vie européen, la démocratie et la démographie. Démocratie et démographie. Et même les crises, la gestion des crises, c'est toutes les crises économiques, oui, c'est pour militaires. Pour avoir, non, c'est plutôt la dimension économique, mais ça pouvait être militaire, sauf que là, c'est notre responsable qui est important en la matière, qui est Joseph Borrell. Alors, je suis peut-être un peu long, non? Ça va? Supporter C'est deux. Ça va? Alors, les autres autorités. Là, vous avez le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Il est espagnol, une longue expérience européenne puisqu'il était président du Parlement européen et ministre des Affaires étrangères de son propre pays. Alors, lui, il a des fonctions importantes, il préside le Conseil des Affaires étrangères, il est vice-président de la Commission européenne et il est chargé de la politique étrangère de l'Union européenne dans les relations avec l'extérieur. Il a sous sa responsabilité le service européen pour l'action extérieure et toutes les délégations de l'Union européenne dans l'ensemble des États du monde cette fois-ci, puisqu'il y a dans beaucoup d'États une représentation quasi diplomatique de l'Union européenne. C'est lui qui a en charge ce service qui a même grossi très récemment sur les questions du renseignement. Et ça n'est pas sans rappeler la NSA américaine. L'Union européenne est en train de se doter de services de renseignement pour faire coordonner les renseignements des États membres. Ensuite, vous avez une autre personnalité importante, Charles Michel, qui devient président du Conseil européen. Voici, il est belge. Il remplace Donald Tusk dans cette fonction. C'est un très jeune ancien Premier ministre, parce qu'il doit avoir 42 ans. Il a géré la Belgique
Par conséquent, il peut gérer l'Europe sans difficulté. La Belgique, c'est plus compliqué encore que l'Union européenne. Il a été Premier ministre belge, il le dit lui-même, et son père a été aussi un responsable politique. Et Le Monde avait titré « C'est l'homme du bon sens européen qui a été choisi ». Je pense que c'est assez juste. Mais il a la charge de présider le Conseil européen, chef d'État, chef de gouvernement, d'organiser la durée en quelque sorte du Conseil européen sur une longue période, de représenter le Conseil européen au Parlement européen, qu'est-ce qui s'est dit au Parlement européen, et de faire la représentation extérieure de l'Union. La représentation extérieure de l'Union, c'est important pour aller rencontrer Donald Tusk, pour aller rencontrer M. Poutine et bien d'autres sur ce registre. Alors, il a commencé en disant « Les États-Unis restent des alliés, mais l'Europe n'a pas vocation à être un partenaire junior ou la victime de la compétition entre Américains et Chinois. » C'est les premières formules employées par M. Michel. Et il dit « On ne peut pas être faible vis-à-vis de Moscou, mais il est important de comprendre ce qui se déroule et de dialoguer. » Lorsqu'on a posé « Que pensez-vous de la mort cérébrale de l'OTAN ?» il dit « On peut s'interroger quand on voit ce qui s'est déroulé récemment en Syrie, et je n'aurais pas utilisé ce terme et ce vocabulaire. » Il n'a pas cité le président de la République française, bien évidemment. Il a dit aussi « Il faut écouter l'appel de la France en ce qui concerne le Mali. » Et que les troupes européennes aillent aider la France au Mali, c'est ce qu'a indiqué M. Michel. Grand avantage aussi, c'est qu'il est francophone. Comme d'ailleurs la présidente de la Commission européenne est aussi francophone. C'est important. Et Borrell. Donc c'est intéressant de voir ça. Borrell. Oui, aussi, de se parler, bien sûr. Enfin, notre personnalité, Christine Lagarde, qui remplace l'Italien Mario Draghi. Je vous rappelle l'importance de la Banque Centrale Européenne dans le cadre de la zone euro, bien évidemment, puisque c'est la Banque Centrale qui planifie et coordonne l'émission et le volume des billets dans l'ensemble de l'Europe, qui fait partie du système européen des banques centrales. Alors on a choisi l'ancienne présidente du Fonds monétaire international, qui allait exercer ses fonctions de 2011 à 2019. Le Monde a titré Christine Lagarde, l'Eurostar. Mais Pascal Lamy a dit une chose qui me paraît plus intéressante que simplement ce bon mot. Ce choix repose plus sur les qualités politiques et diplomatiques que ses compétences dans les dossiers techniques. Elle a pu gérer le Fonds monétaire international, peut gérer la Banque centrale européenne sur le plan diplomatique. Jean Quatremer a été plus dur. Elle arrive en pleine guerre de tranchées à la BCE, entre les colombes et les faucons, par rapport à la rigueur monétaire. Mais elle a dit une chose, mais il faut les lire entre les lignes, elle pense que les États qui ont de l'espace budgétaire devraient l'utiliser pour investir. Ça vise directement, bien sûr, l'Allemagne fédérale. Elle assume tout l'héritage de son prédécesseur. Voilà donc les responsables en bonne forme qui vont au musée de l'histoire, qui vont faire une rencontre au musée de l'histoire à Bruxelles. Si vous ne le connaissez pas, vraiment, je vous invite à visiter le musée de l'histoire de Bruxelles, qui est tout à fait remarquable. Voilà les quatre personnalités. C'est qui, c'est Christine Lagarde, ça? Bien sûr, c'est Christine Lagarde. Sassoli, c'est le président du Parlement européen. C'est David Sassoli. Elle a fait un discours le 27 novembre 2019, discours où elle a derrière elle toute la Commission européenne, qui est en bonne ligne. Et lors de ce discours, elle a effectivement présenté son programme. Son programme, je vous le résume. Son programme, elle est applaudie parce que c'est la fin de son discours et tout le monde. Je l'ai écouté, ce discours, tout à fait intéressant, en 3 langues, c'est tout à fait passionnant et riche d'informations. Voilà les priorités de la Commission pour 2019-2024. Les 6 priorités de la Commission européenne ont été développées. Le Green Deal européen, être le premier continent climatiquement neutre, elle se fixe comme délai 2030 et 2050, les 2 dates, 2030 et 2050, totalement neutre 2050, à progressant vers 2030, demandant aux États de faire beaucoup d'efforts dans
ce domaine. Il est très riche, le document. Il fait 30 pages, le document sur le Green Deal qui est publié en français. Une économie au service des personnes, agir en fonction de l'équité sociale et de la prospérité, avec, c'est toujours l'idée d'économie sociale de marché, hein, selon le vocabulaire allemand, puisque c'est quand même le vocabulaire allemand qui est largement utilisé sur ce sujet. Que le budget de l'Union européenne doit être modernisé, qu'il faut parachever l'union économique et monétaire, mais surtout plus investir de manière ciblée. Ça apparaît dans le 2, mais ça apparaît dans le premier aussi, sur ce registre. Une Europe adaptée à l'ère numérique. Elle a donné à la deuxième vice-présidente exécutive la question du numérique, et cet élément est tout à fait important. Favoriser une nouvelle génération de technologies, donnant aux citoyens les moyens d'agir. Il y a beaucoup de choses sur le numérique, et le commissaire français a en charge aussi la question numérique, mais cette fois-ci pour les entreprises du numérique, qu'il connaît d'ailleurs assez bien, puisqu'il est dans des entreprises majeures. Il a été dans des entreprises majeures sur ces sujets, y compris faire de l'éducation numérique de plus en plus, que l'espace européen soit de l'innovation, d'éducation numérique. Promouvoir notre mode de vie européen, qui avait entraîné toute une série de débats là-dessus, protéger nos citoyens et nos valeurs, c'est la dimension forte, avec des mots très précis. La politique migratoire doit être repensée, notamment aussi bien pour la protection internationale que pour les migrations illégales. Il nous faut défendre nos valeurs en apportant des réponses à la fois humaines et efficaces. C'est l'équilibre difficile à trouver entre la dimension migratoire illégale et la dimension défense des personnes qui sont en danger dans leur propre territoire. Une Europe plus forte sur la scène internationale, renforcer notre leadership mondial responsable. Sur cela, on retrouve les questions, bien sûr, de défense, qui sont à ce niveau-là. Et pour que l'Europe fasse entendre une voix plus forte et plus unanime sur la scène internationale, en matière de défense, l'unanimité est loin d'être atteinte. Le 1er janvier 2020 va naître une direction générale défense et espace à la Commission européenne. C'est la première fois qu'une direction générale va être en charge des questions de défense et d'espace, puisque nous sommes les plus gros utilisateurs de l'espace, en plus, pour notre propre territoire. Il y a cette dimension qui est importante aussi. Donc, beaucoup de satellites au-dessus de nous, lancés par nos propres fusées d'Ariane l'espace et ainsi de suite. Et puis enfin, un nouvel élan pour la démocratie européenne, promouvoir et protéger, renforcer notre démocratie. Elle propose qu'il puisse y avoir effectivement de nouvelles consultations, consultations européennes pendant l'année 2020. C'est pour ça d'ailleurs que l'UPEG est invité à participer au bilan des consultations de 2018 pour que la France fasse des propositions dans ces, disons, demandes de consultation en matière de démocratie. Voilà l'ensemble. Alors, est-ce que cette commission, et je vais essayer de ne pas trop vous ennuyer, cette commission est à la hauteur des attentes des États membres et des Européens? Alors on peut répondre oui et on peut répondre non aussi. On peut dire oui dans la mesure où, d'abord, le choix d'elle-même de cette présidente est un choix franco-allemand. C'est un choix franco-allemand, par conséquent, il y a une volonté d'avoir aussi des responsables francophones, et l'Allemagne a été d'accord pour des responsables francophones. Christine Lagarde, M. Michel, et Mme la présidente de la Commission européenne, qui est à cette dimension-là, qui est un échange entre les deux sur ce registre-là. Il y avait l'idée aussi qu'il faut réconcilier les Européens sur des sujets qu'ils partagent, et c'est le cas de l'environnement. C'est le cas de l'environnement qui est très partagé par les Européens, et par conséquent, ça correspond en quelque sorte à la question climatique, la politique migratoire, elle apparaît, la politique monétaire, elle apparaît, la politique étrangère et budgétaire, elles apparaissent aussi. Donc, bon, il faut attendre, bien sûr, des choses plus concrètes pour voir si les États sont d'accord. Par exemple, l'Allemagne souhaiterait avoir un accord commercial très rapide avec les États-Unis d'Amérique. Dans le droit fil de l'accord commercial que les États-Unis d'Amérique sont en train de négocier avec la Chine, et qui met beaucoup de temps à sortir. Mais Mme Merkel souhaiterait que l'Union européenne soit même devant la Chine pour les accords avec
les États-Unis d'Amérique. Parce qu'elle est la deuxième puissance exportatrice de la planète, l'Allemagne fédérale. Deuxième puissance exportatrice de la planète, par conséquent, la France est beaucoup moins pressée dans ce domaine, parce qu'elle exporte moins aussi, c'est vrai, et plus préoccupée par les questions de défense et de sécurité. Et l'agriculture. Et l'agriculture un peu, mais on en parle moins. L'agriculture étant plutôt mise dans le Green Deal. On retrouve l'agriculture, y compris dans le Green Deal, c'est-à-dire une agriculture non nocive, si on peut dire, dans sa fabrication. Et pour les questions de sécurité, pour l'Allemagne, c'est un peu compliqué, ça n'avance pas aussi vite qu'on l'imagine. La Grèce et l'Italie sont très préoccupées par les questions migratoires et veulent qu'effectivement la politique migratoire soit en quelque sorte remise un peu au travail. La Croatie a été très malheureuse de la position française à l'égard des autres États des Balkans. La France disant il y a le temps, c'est pas la peine, on ne va pas accueillir comme ça tous ces États qui ne sont pas très bien gérés, qui sont un peu corrompus. Les mots étaient parfois extrêmement clairs et la France est très réticente sur cette disposition. Elle s'est fait d'ailleurs beaucoup d'ennemis dans toute l'Europe de l'Est cette fois-ci, allant de la Lituanie jusqu'à la Croatie. Pourquoi ne pas accepter le reste de l'ex-Yougoslavie? Alors, les États, évidemment, je crois aussi. Bon, ça y est plus. Ça y est plus. Alors, les États se sont réunis le 9 mai 2019 à Sibiu en Roumanie et à cette occasion, ils ont fait des conclusions assez générales mais qui recouvrent en partie les propositions de la présidente de la Commission européenne. Nous défendrons, vous voyez, une seule Europe de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Il y a cette dimension de réunification complète. Voilà. Pas pourquoi, mais c'est tout ça. Resterons unis, nous pouvons parler d'une seule voix, restons des solutions communes. Alors c'est très général, mais observez quand même protéger notre mode de vie. Ce qu'avaient souhaité les États de l'Europe de l'Est, protéger notre mode de vie. La démocratie, l'état de droit, la transformation numérique, l'avenir des nouvelles générations, les citoyens, la sécurité, on retrouve des éléments, même si c'est très général ou généraliste dans ces réunions, c'est souvent le cas des conseils européens, comme vous dites. Mais on retrouve aussi des similitudes avec le programme d'Emmanuel Macron de 2016. On retrouve une Europe de la sécurité et une Europe de la défense, un fonds européen de défense, un quartier général européen, et s'il y a une direction de la Commission en charge de la défense, on s'approche de ce type de préoccupation. Une zone euro et un budget de la zone euro, là ça avance lentement, les Allemands sont défavorables à un budget de la zone euro parce qu'ils ne veulent pas que ça soit puisé dans le budget allemand. Régler les questions avec la Chine et l'Inde, développement durable et le numérique. Et au fond, les Européens eux-mêmes, et je vais terminer sur cette série de sondages d'Eurobaromètre. Les Européens sont très attachés à l'euro. Les Français, vous le voyez, à 70% sont favorables à l'euro. Si on est favorable à l'euro, on ne peut pas être défavorable à l'Europe, on ne peut pas être défavorable à l'Union européenne, sinon ce serait totalement contradictoire, bien évidemment. D'autres pays sont beaucoup plus favorables. Un sondage plus récent a indiqué que c'était maintenant 74% des Français qui étaient favorables à l'euro. Ça a encore augmenté dans un sondage plus récent. Il avait été fait seulement sur l'euro. Bien sûr, les Britanniques sont favorables à 25% à l'euro. Suède, je pense. Suède. De quoi? Je pense que c'est la Suède. C'est la Suède. Mais elle n'est pas dans l'euro. Pour le marché intérieur, la libre circulation, un très grand attachement au marché intérieur, à la libre circulation pour les Français, 81%, le marché intérieur et la libre circulation, très attachés. Les Britanniques, très attachés à la libre circulation aussi. Nous sommes en juin de 2019. Les derniers sondages vont paraître à la fin de ce mois, ils ne sont pas encore parus. À la libre circulation, quasiment tout le monde est attaché à la libre circulation. La citoyenneté européenne, les Français, pour la citoyenneté européenne, à 64% sont favorables à la citoyenneté européenne. Ici. Et le plus, c'est le Luxembourg. Le Luxembourg, l'Allemagne, l'Espagne
et ça va être l'Irlande. C'est la Finlande, Portugal, Hongrie, Pologne, quasiment tous les pays sont attachés à la citoyenneté. L'attachement le plus faible, même les Britanniques sont attachés à la citoyenneté. C'est intéressant, attachés à la citoyenneté européenne. Je vous rappelle que les Britanniques ne veulent pas rendre leur passeport. Parce que le passeport actuel des Britanniques, c'est Union européenne et ensuite Royaume-Uni. Ils veulent garder ce passeport pour voir la libre circulation, alors que le ministère de l'Intérieur demande le changement des passeports pour qu'il n'y ait plus Union européenne sur le passeport britannique. Vous voyez donc la dimension sur ce registre-là. Sur le fonctionnement, les Français ne sont pas enthousiastes. C'est les moins enthousiastes sur le fonctionnement de l'Union. 45% des Français pour le fonctionnement de l'Union, peu enthousiastes, alors que les autres États, et si on prend la totalité de l'Europe, on est à 55%. On est à peu près dans les mêmes chiffres que le Royaume-Uni et que la Grèce. Non, mais c'est intéressant, la moyenne elle est là, elle est à 55%. La moyenne. C'est intéressant. Nous avons des positions contradictoires sur l'Union européenne. Favorable à l'euro, favorable au marché intérieur, mais pas enthousiaste. Nous ne participons pas aux élections électorales non plus de manière exceptionnelle. Il faut regarder les chiffres. C'est déjà le premier. Irlande, Danemark, Portugal, Pologne, Finlande, Luxembourg, Lituanie. Sur le futur, on est partagé, mais on est à 50% optimiste. À 50% optimiste. C'est pas exceptionnel. Les Français ont des points de vue un peu particuliers. Il faut faire beaucoup du peigne, regardez, il n'y a personne. Donc, c'est, à mon avis, parfaitement évident ce que ça veut dire. Ça aussi. Quand on parle un peu sérieusement, il y a moins de monde. Alors, priorité politique de l'Union. Voilà ce que souhaitent les Européens, et ça c'est tout à fait intéressant et riche d'informations. La libre circulation en tête. Ensuite, la politique de sécurité et de défense. Politique de sécurité et de défense, avec l'idée qu'au fond, il faut une défense européenne. Et les Européens eux-mêmes souhaitent une défense européenne. C'est intéressant à observer. Après une politique énergétique, commerciale, migration en 67, politique étrangère commune. Donc, c'est-à-dire des axes de souveraineté. Les Européens souhaitent défense commune, étrangère commune. Ce n'est pas à négliger non plus sur ce registre-là. Pour terminer, voilà ce qu'on avait pensé dans les consultations citoyennes, si ça vous soumet. Voilà ce qui était proposé par la France et les Français, se doter d'un président de l'Union, le faire élire au suffrage universel, proposé les Français en novembre 2018, une réforme du Parlement européen, réforme du rôle des députés européens, une meilleure intégration des citoyens au processus décisionnel, par exemple un référendum d'initiative populaire européen. Intéressant, ça s'est jauni ensuite, mais là c'était pas jaune encore, c'était européen, c'était bleu, et c'est devenu jaune, parce que c'est exactement la même proposition, c'est intéressant, les Français proposent cela. Associer les citoyens à la rédaction de la Constitution européenne. Vous voyez donc des points de vue très, très larges, très vastes. Il y a du travail qu'on peut faire avec toutes ces structures. Merci. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Oui. Je voudrais savoir si on pourrait, dans le cadre de l'UPEC, aborder deux sujets dont l'un a déjà été en partie abordé. Hein. Premièrement, les États associés. Hein, alors, on a parlé de la Norvège, de la Suisse, de la Turquie, l'Islande, des États qui, on l'a dit, contribuent au budget européen en partie, qui sont dans la Schengen. En fait, il y en a qui sont presque complètement sortis des rien. Hein, et en Suisse, ça fait l'objet dans les journaux puisque je suis pas en Suisse, bien sûr. Hein, il faut voir jusqu'à quel point, et puis quel est le degré d'attachement à l'Europe de ces pays. Il y a aussi des plus ou moins
ces pays associés mériteraient D'être qu'on examiné. s'intéresse à eux spécifiquement. La Suisse, en Validé. Oui, oui, là, je pas mal à distinguer les... Alors la Suisse, on avait fait une conférence sur l'Europe vue de Suisse par un journaliste du temps qui était venu pour l'Europe vue de Suisse. Quand on regarde alors, ces pays, ce que l'on peut constater, c'est que assez souvent, par des référendums, ils ont souhaité ne pas être membres de l'Union européenne. C'est le cas de la Norvège par 2 fois, de l'Islande qui a changé de point de vue. Dans un premier temps, elle voulait entrer dans l'Union européenne, après elle a abandonné le projet de rentrer dans l'Union européenne. Au fond, ces États hésitent à être simplement membres à l'intérieur de l'ensemble européen, d'être le 29e, le 30e État. Les Suisses, pour des raisons qui sont des raisons de libre circulation et d'absence de contrôle aux frontières, parce que c'est ça l'élément déterminant, l'élément fort et déterminant. Oui, mais on est envahi, notamment envahi par les Français, parce que c'est ça qui est parfois reproché aussi. Les Français venant de Savoie. Il y a plus d'Allemands que de Français. Oui, mais ils sont moins rejetés, me semble-t-il, Oh, que les Français. Non, oh que non. ou que non. Alors, il faudra nous le dire. Les Allemands à Zurich sont discriminés. Ils se plaignent. D'accord. Et parce que là, si vous voulez, ces États, certains d'entre eux préfèrent. Alors, si on prend la Turquie par exemple, la Turquie a changé de point de vue successivement en termes de démocratie, de fonctionnement, de respect des droits et des libertés fondamentales. Donc elle s'est presque auto-exclue du processus, mais avec un machiavélisme tout à fait impressionnant de M. Erdogan concernant l'immigration. Parce que la Turquie a dorénavant, en quelque sorte, dans sa possession, c'est assez sinistre de dire cela, une population qu'elle dit, si vous m'embêtez trop, j'ouvre les frontières, je laisse passer en Grèce. Et Mme Merkel a négocié, parce que la communauté turque est très importante en plus, en Allemagne, elle joue un rôle non négligeable, ça a eu des conséquences. Et la Turquie s'éloigne. Il n'y a plus vraiment ça n'avance plus, en quelque sorte. Par contre, l'idée d'une zone de libre-échange, oui, ça fonctionne sur le plan économique, ça fonctionne. Se pose la question concernant la Turquie, ses prises de position à l'égard de la Syrie aussi. Parce que ça a permis au président français de dire que l'OTAN est en état de mort cérébrale. Et effectivement, un État qui décide tout seul, avec des armes russes, quand on est dans l'OTAN, c'est assez compliqué. Et c'est assez, vraiment, et ça entraîne une déstabilisation de l'OTAN. M. Trump n'a pas dit grand-chose, mais en même temps, bon, c'est compliqué. Donc on a des pays qui, au fond, hésitent vraiment à rentrer comme membre réel et membre complet. Pour l'instant, c'est ça que l'on voit. Mais ça mérite des raisons de les évoquer. Tout à fait. Je vais un autre sujet que je vais aborder parce qu'on ne le fera pas ce soir. Mais en Europe, il y a, je constate dans beaucoup de pays, presque tous les pays, un clivage, une opposition presque radicale entre la capitale et la province pauvre. Hein, alors on voit en Grande-Bretagne, on le voit alors en Suisse, en Autriche, c'est absolument évident aussi. Et puis dans d'autres pays, ben, il y a la capitale, et quelquefois c'est la capitale contre la province pauvre. C'est un phénomène qui apparaît assez évident dans de nombreux pays européens. Et c'est quelque chose. C'est les perdants et les gagnants. C'est assez subtil à Les traiter. perdants et les gagnants de la mondialisation, les gagnants du libre marché et les perdants qui disent nous on est en retard, on n'est pas suffisamment épaulés. Et puis ça suppose aussi de mieux connaître les politiques européennes comme je les connais. Par exemple, si on prend la France, à l'inverse de l'Allemagne, la France n'a pas du tout un logiciel fédéral. Elle n'est pas du tout dans un système de fonctionnement fédéral, mais dans un système de fonctionnement centralisé. Même les régions n'ont pas des pouvoirs tout à fait considérables, alors que l'Union européenne fonctionne déjà en partie comme un système fédéral. Pas totalement, mais déjà en partie comme un système fédéral. Et ce n'est pas forcément simple à percevoir, à admettre. C'est pour ça que les Allemands, d'une certaine manière, sont plus à l'aise dans le système européen que maintenant, ou que les Français pendant un certain temps. Peut-être que les Français vont évoluer, changer, mais la dimension fédérale, parce que le processus de décision, majorité qualifiée, majorité simple, unanimité, on le retrouve exactement dans les systèmes fédéraux de manière assez traditionnelle sur ce registre-là. Le Parlement européen fonctionne comme un Parlement fédéral aussi, indépendamment des nationalités. C'est la couleur politique qui l'emporte sur la nationalité. C'est un élément important aussi à avoir là-dessus. Mais bon, oui, ça mérite encore bien sûr d'étudier.
dans sa conclusion. Oui. Et donc, ça compliquerait sa candidature au vote communiste, encore que ça a déjà, historiquement, ça a déjà été le cas, où les communistes n'étaient pas. Et c'est très, très dur. Oui, mais ça compliquerait encore plus le travail des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Sur ce registre, je ne sais pas s'il faut être optimiste, pessimiste, je ne sais plus là, ça mériterait une nouvelle conférence, vraisemblablement, en janvier, peut-être en février, peut-être en mars, peut-être, je ne sais pas, presque tous les mois. On a eu tous les 6 mois. Point d'actualité sur le Brexit. Mais ce qui est en train de se passer aussi quand même, c'est que les députés européens commencent à en avoir assez du Brexit. Ils veulent traiter des sujets et ne plus s'occuper du Brexit. La Commission européenne n'en avait pas reçu la tête de traiter le Brexit. Heureusement que Barnier s'en occupait plus particulièrement que le président de la Commission. Qui va s'en occuper après? Ça sera toujours Barnier. Ah non, il est maintenu dans ses fonctions. Jusqu'à la fin. Il est maintenu dans ses fonctions et il est là pour un... Le Spiegel a titré un article Barnier Forever. Oui, c'est ça. Hein? Non, mais il commence à avoir de l'irritation des États membres. Ça suffit, vous êtes dedans ou dehors, mais arrêtez. Alors, c'est Pascal Lamy, je crois, qui avait dit de manière intéressante, avant les Britanniques avaient un pied dedans et un pied dehors, maintenant c'est un pied dedans, dehors et un pied dedans. Et je pense que c'est assez juste d'ailleurs, parce que ce qu'ils souhaitent, c'est ne pas être État membre, mais bénéficier de tout le droit des États membres. Ce qui est important. Non, pas complètement. À part Schengen, oui, ça, pour Schengen, oui. Pour l'euro aussi, mais il n'y avait pas que les Britanniques, il n'y a que 19 dans la zone euro, 19 États membres dans la zone euro, et certains États, d'autres, aimeraient bien rentrer dans la zone euro. Ils ont des zones d'îles de marne, etc. Ils ont des zones des paradis fiscaux. Pardon? Non, les paradis, c'est ailleurs. Ah non, mais le Royaume-Uni, c'est très compliqué. Vous savez que pour ces élections, juridiquement, pour ces élections, tous les habitants du Commonwealth qui vivent au Royaume-Uni ont le droit de vote. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Les Indiens qui vivent, mais qui sont Indiens, mais pas Britanniques, mais ils appartiennent au Commonwealth, ont le droit de voter. C'est très très surprenant. L'Inde est dans le Commonwealth. C'est la fin de l'heure. C'est l'Australie. Est-ce que l'avenir de l'Union peut toujours s'envisager avec ce trou qu'il y a au niveau des Balkans? Moi je pense que non. Enfin, moi je pense que non. Dans la zone euro, combien de personnes frappent à la porte? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a la Pologne qui frappe à la porte. Pas la République tchèque. La Bulgarie ne frappe pas, mais comme il y a des changements en ce moment, la Bulgarie se date sur ce registre-là, mais comme elle n'est pas très à l'aise sur la monnaie. Oui, mais c'est pas l'euro. J'ai été faire une conférence à Sofia, il n'y a pas d'euro. C'est la moitié d'un euro. Non, c'est surtout la Pologne qui aimerait rentrer apparemment. Mais si elle rentre, ça veut dire qu'elle serait plus contrainte en quelque sorte. En Croatie, on paye plus souvent avec des euros qu'avec des coups. Alors ça ne veut pas dire que l'euro n'est pas utilisé. Je vous rappelle que l'euro est utilisé en dehors de l'Europe même. Le Vatican utilise l'euro, c'est un État, je vous rappelle, le Vatican a comme monnaie l'euro, Andorre a comme monnaie l'euro, qu'est-ce qu'il y a encore? Saint-Marin utilise l'euro, Monaco utilise l'euro, et puis c'est le Monténégro, je crois que c'est le Monténégro qui utilise l'euro. Le Kosovo, on va la chercher. C'est l'euro. Alors qu'ils ne sont pas dans la zone euro. Autre. Oui, non, c'est bon. Non, vous, l'air. On repart.